rocheux, rocheuses, précieux auditeurs, précieuses auditrices, à mon émission Le Rock Show. Donc, je suis votre gorgone bienveillante, toute dévouée. Bienvenue sur mon île en décembre. Une bise nordique nous exhorte de nous recouvrir de laine, faute de quoi en gel en maudit. Donc, c'est l'hiver, une saison que j'adore. Nos maisons sont chaudes, enfin j'espère que la vôtre l'est, que vous êtes enveloppés de réconfort, du châle de votre grand-mère. Moi, ce châle magique, il appartient à ma mère, disparue. Hein? Jamais le triangle isocèle aura eu un pouvoir aussi réconfortant. L'hiver est commencé. J'adore l'hiver. C'est la saison de la lenteur, la saison du dodo, la saison de la glace, de la neige, des flocons. Moi, c'est une saison où je suis profondément confortable. Hein? J'adore être au chaud, entourée de froid, de froidure. Là. Pour moi, c'est un plaisir coupable. Il n'y a pas beaucoup de monde qui aime l'hiver, mais moi, j'aime ça. Cette saison-là, sans les raquettes, la contemplation, les tempêtes et le calme plat. Donc, ça sent aussi le blanc, ça sent le vert, l'odeur de la neige, une odeur fraîche, humide et sèche tout à la fois. Je sais pas si je suis la seule humain qui sent la neige, mais moi, là, quand il vient de neiger, surtout en campagne, là, je trouve que ça sent la neige. Vous me direz si vous sentez la neige, vous aussi. C'est vraiment une odeur très subtil et indescriptible. C'est la saison des sapins, des résineux, des cocottes, des pommes de pin, des cônes. C'est une odeur forte, c'est une odeur verte que moi je trouve hautement réconfortante. Hein? C'est une odeur qui me fait revenir à la maison en un clin d'œil. Elle me fait revenir en moi, peu importe où je suis. Je suis sûre que mon âme sent le sapin, sent le résineux. Les odeurs... les odeurs, mon Dieu, c'est les stimulateurs les plus directs de la mémoire. Hein? C'est des affects tellement puissants qui peuvent réveiller des souvenirs, je dirais, à la vitesse de l'âme. Puisque je ne sais pas à quelle vitesse va notre âme, je dirais qu'elle va à la vitesse du temps, en tout cas. Les odeurs, c'est très difficile à décrire. Hein? Ça vient souvent en bloc dans la mémoire. Hein? Odeur de sauce à spaghetti, odeur de la neige, odeur de forêt, odeur de notre enfance, odeur du parfum, de notre mère, de notre grand-mère, de notre père, odeur de croissant, odeur de sucre à la crème, odeur de ragoût. Bref, c'est un amalgame de particules qui caractérise un moment, mais savoir décrire une odeur, ça demande beaucoup de nez. C'est vraiment difficile. Vous essayerez de décrire une odeur efficacement, c'est vraiment difficile. Le souvenir et les odeurs sont des choses très difficiles à décrire de manière juste. Hein? Il se mélange, le souvenir, lui, à plein d'éléments, puis il se disperse pour s'imprimer autrement dans la mémoire. Et le mécanisme qui est des parfums est très précis dans la mémoire. Hein? Il enclenche, je dirais, inexorablement le mécanisme flou du souvenir. Là où le parfum est une flèche qui arrive droit au cœur de la mémoire, autant le souvenir est évanescent. Mais je trouve ça intéressant de vous mentionner une petite anecdote à ce sujet-là pour que vous compreniez à quel point les odeurs sont puissantes. Moi, ma mère est décédée depuis très longtemps déjà, puis elle portait un parfum extrêmement caractéristique que j'adorais, qui était très fort, très musqué, très vanillé. Et à l'anniversaire de ses 15 ans de mort, en fait, je me suis rendu compte que je l'avais pas senti, moi, ce parfum-là, depuis toutes ces années-là. Donc, j'ai décidé d'aller le sentir aux Jean Coutu. Et là, en quelques, je dirais, millisecondes, l'odeur de son parfum est carrément venue me donner un coup de poing d'en face. Ça a fait cet effet de pointe de flèche au cœur qui m'est arrivé là, comme en plein centre. C'est là que j'ai compris la puissance exceptionnelle des odeurs et que j'ai braillé aux Jean Coutu. C'était un moment, mon Dieu, savoureux, mais très difficile. Donc, puissance des odeurs. Alors, bienvenue, saison des raquettes, saison de neige, ou comme à Montréal, de chouclac, de pluie, de neige, de pluie, de neige, de pluie. En l'hiver au sud, c'est devenu comme une fluctuation boursière.
j'ai quand même suffisamment de souvenirs blancs de neige blanche et de rameaux verts pour pouvoir avoir cette image mentale bienveillante. Aujourd'hui, je vous parle de l'agate mousse ou de l'agate arbre. Là, vous me direz, encore l'agate? Mais oui, encore elle! C'est ma meilleure amie! C'est la reine des reines. Moi, je suis pas amie avec n'importe qui. Mais aujourd'hui, c'est une fausse agate. Donc, et c'était super excitant, je trouve. Wouh, une fausse agate, là, c'était compliqué. Là, au niveau de la littérature à ce sujet-là, et que c'est confus, là, je vous avertis, le nom très poétique d'agate arbre ou d'agate mousse, c'est un nom complètement commercial et il est employé beaucoup dans la lithothérapie qui adore la pareidolie et les symboles. Donc, les informations purement scientifiques que j'essaie de trouver à ce sujet-là ont été assez rares et confus. Ce que j'ai trouvé n'était pas assez substantiel pour que ça vaille la peine d'en parler vraiment. Par contre, la question floue de pourquoi c'est une fausse agate, ça, je trouvais ça intéressant. Vous allez voir pourquoi. Je ne sais pas trop, finalement, pourquoi l'agate mousse n'est pas une agate, mais bien une chalcédoine, puisque l'agate fait partie de la grande famille des chalcédoines. Bref, pourquoi elle n'est pas une agate, cette agate, je ne sais pas. Mais c'est pas grave. Je pense qu'on va s'arranger quand même. On a beaucoup de matières délicieuses à gérer aujourd'hui. Ma chalcédoine est blanche, opaque, cireuse, comme toutes les pierres siliciées en fait. Elle a des inclusions d'un élément vert qu'on appelle la chlorite ou qui peut être aussi un silicate. Mais bon, je peux pas savoir c'est lequel. On va choisir la chlorite. Et c'est ce qui fait son signe distinctif. Ici, on ne parle pas d'un phénomène dendritique où, sur une agate, on voit carrément une arborescence qui pousse. On dirait carrément qu'il y a un végétal qui pousse dans le minéral, super net, qui va nous ramener à l'arbre, à la fougère, un peu au fossile d'arbre, un peu. On n'est pas là-dedans tant que ça. On voit plus des formes moussues, je dirais, qui sont vertes, flash. Le phénomène dendritique, souvent, est noir, rouge parfois, mais j'ai rarement vu des dendrites extrêmement vertes. Mais bon, moi, mon agate, ma chalcédoine verte, ma chalcédoine arbre, je suis confuse, est verte. Donc, il y a des infiltrations vertes dans la matrice. C'est juste, moi, je trouve ça absolument magnifique, mais c'est pas dendritique, donc c'est moussu. Mais c'est une espèce de taxonomie, si on peut appeler ça comme ça, de nommer des éléments qui vont s'interrelier dans la littérature plus ou moins scientifique. Donc, je cherchais un, je trouvais l'autre à l'infini. Je me suis dit, c'est pas grave. Je sais que cette chalcédoine a des inclusions de silicate ou de chlorite, qui sont des éléments minéralogiques verts et vraisemblablement ferreux. Ça faisait mon affaire. J'avais assez de matière pour travailler dans l'absolu. Cette pierre, la mienne en tout cas, c'est un chalcédoine mousse, chalcédoine arbre, qui a une blancheur extraordinaire et des veines vertes. Ça me suffit pour exercer cette puissante pareidolie et ça me ramène directement à une forêt de conifères en hiver, avec de la neige. C'est de la neige, cette pierre. C'est de la neige dure. On trouve pas une transparence parce qu'il y a de la chlorite qui peut apparaître dans le quartz. Là, on dirait qu'on a pris un sous-sol forestier puis qu'on l'a emprisonné dans de la glace ou dans du verre. C'est juste absolument magnifique, mais là, on n'est pas là-dedans. Là, on est vraiment dans de la neige. C'est de la neige puis des rameaux de sapin ou de conifères. Donc, c'est flou, vraiment intéressant, finalement, me ramène à un autre flou fantasmagorique dans la méprise qui existe autour de nos arbres de Noël. Moi, j'aime beaucoup les conifères. Donc, arbres à feuilles persistantes, qui sont pour moi chers à la période de festivité qu'est Noël, et tellement reliés à notre territoire qu'ils font partie de mon identité nordique. T'sais, ils font partie de moi. Moi, je dirais, on est un pays d'épinettes, qui est un résineux très, très, très répandu ici, mais on est des résineux, en tout cas. Moi, je suis une résineuse. Si j'étais un arbre, moi, je serais un sapin. Donc, les arbres qu'on accueille dans nos maisons à Noël, ce ne sont pas des sapins, c'est des épicéas. La grande famille des conifères est représentée, mais le sapin, qu'on nomme sapin depuis notre enfance, n'en est pas un. Comme l'agate mousse n'est pas une agate.
Donc, on assiste ici à une méprise qui, tout compte fait, embrasse la même symbolique. Donc, ça revient au même de façon symbolique pour moi. Notre sapin, qui est très rarement un sapin, il embrasse la plupart des caractéristiques des épicéas de toute façon. Un arboriste, donc un spécialiste des arbres, dirait peut-être, oh mon Dieu, les différences sont notables, mais là, pour une néophyte comme moi, c'est plutôt obscur. Je m'y suis penchée longuement sur mon sapin à la maison pour me rendre compte qu'il n'était pas un sapin. Donc, la position des aiguilles sur la branche en est une. Vous irez voir là, la forme de l'aiguille. Lorsqu'on la roule entre nos doigts, vont avoir des différentes... il y en a certaines qui vont être rondes, il y en a certaines qui vont avoir des angles. Bref, il y a certaines choses qui vont les différencier. Vous me direz, ils sont pas mal cousins. Vous avez vraiment raison. Un peu comme la calcédoine et mon agate. Mousse, finalement. Donc, les cousins-cousines, moi, ce lien dans ma vie est extrêmement important. D'ailleurs, la plupart de mes amis, ce sont mes cousins-cousines. Et je les salue hautement et chaleureusement, de loin, à 2 mètres de distance. Le conifère de Noël qu'on accueille dans nos maisons, c'est un arbre vraiment extraordinaire. Vraiment. Les épicéas, là, ça existe sur Terre depuis des centaines de milliers d'années, je dirais même des millions. Me semble qu'il y en avait au Carbonifère, mais bon, cette source-là n'est pas vérifiée, mais je pense que oui. Ce sont des arbres qui ont une forme caractéristique en cône, hein, forme très différente de l'arbre à feuilles caduques, qui, lui, est feuillu. Donc, un très gros panache de feuilles, mais le sapin, lui, il est en forme de cône. Hein? C'est un arbre adapté au froid qui sécrète une résine, une gomme qui a des propriétés médicinales qui sont utilisées par l'homme pour se soigner depuis super longtemps. Et il est pointu! J'adore ça, il est pointu! C'est comme une flèche, tu sais, il vole vers le ciel, cet arbre, avec une très grande efficacité. Donc pour moi, c'est comme un symbole parfait du lien qu'on doit entretenir avec la spiritualité pour pas se perdre dans cette vaste toile qui est le lien qu'on entretient avec le ciel. Ça nous prend quoi pour pas se perdre? Ben, une large base avec le sol. C'est parfaitement ce qu'on cherche. C'est suggéré fortement. Donc, le conifère, pour moi, il a un fort lien avec la terre et il embrasse d'ailleurs la terre avec ses branches. Hein. Si elle ne lui touche pas, en fait, elles sont dirigées vers la terre. Donc, c'est une petite pyramide, quelque part. Et c'est un arbre qui donne une impression de force, d'équilibre. C'est droit, un sapin. Hein? C'est une petite pyramide. C'est nos pyramides du Nord, créées par la nature. Pas besoin d'échafauder plein d'affaires. On a plein de pyramides chez nous. Donc, il me donne vraiment, tu sais, une impression là, de très grande force. Il pousse dans le froid, il peut pousser n'importe où. Donc, dans plusieurs types de sols. Et selon ce que j'ai lu, plus le sol est pauvre et inaccueillant, plus il est heureux, plus il est content. Puis, en fait, les seuls sols qui sont, je dirais, pas ses préférés, c'est les sols trop riches. Donc, des sols à fumier, des sols qu'on engraisse, ça, il trippe pas. Il peut pousser entre les rochers d'une montagne, tu sais, s'infiltrer dans la roche. Donc, il est super résilient. Il s'épanouit dans les régions froides de notre psyché, entre 2 canyons traumatiques. Pouf, il trouve son compte, lui, il ramène de la joie là-dedans. Il apporte joie et verdure durant nos hivers internes et externes. Alors, le sapin et l'épicéa, c'est des arbres qu'on décore, des arbres de lumière autour desquels on chante des chansons. C'est la joie, l'enfance, la résilience depuis au moins 500 ans. Ça fait 500 ans à peu près qu'on ramène des arbres dans les maisons pour célébrer, donc dans le folklore chrétien. La calcédoine, arbre, on va l'appeler comme ça, me relie, moi, intimement à la terre, au sapin, au pas-sapin, à l'épicéa de Noël, peu importe. C'est plein de confusion joyeuse ici pour revenir à l'essentiel, les liens. Là, en ce temps des fêtes vraiment bizarres du début des années 20 de notre 21e siècle, j'ai beaucoup réfléchi sur les liens. Vraiment. Liens familiaux, liens amicaux, liens divins, liens avec les autres, liens avec les morts. Parce que Noël, bon, c'est juste une histoire de liens, finalement. C'est les liens qu'on a. C'est les liens qu'on n'a pas. C'est les liens qu'on veut plus. C'est les liens qu'on questionne. C'est les liens qu'on aimerait avoir. C'est des liens fragiles, des liens diplomatiques, des liens chaleureux, des liens stériles, des liens obligatoires.
Noël, c'est comme inévitablement nous face aux autres. Si on est chanceux, tout va bien. Si on est normal, ben, ça va souvent pas si bien que ça. Non. Mais, fait intéressant, cette année, tout le monde était inconfortable. Donc, d'une façon ou d'une autre, par ce fort malaise planétaire, on était tous reliés par la pensée. Tout le monde. Vraiment. En faisant mes recherches sur les arbres, et sur les fausses agates, j'ai trouvé plein d'informations vraiment succulentes, là. Entre autres sur les mycorhizes. Donc, c'est comme une association presque fantastique que les arbres entretiennent avec un champignon. Ensemble, le champignon, les racines, tout ça, ils vont créer un système dans le sol de racines, de petites racines blanches. D'ailleurs, quand on fouille les sols forestiers, souvent en dessous, très proche du sol, on retrouve plein de petites veines blanches. Des fois, on tirait dessus quand j'étais petite, on tirait sur des mycorhizes. Et ce sur quoi on tirait, on appelle ça des ifs, qui permettent en fait aux arbres de communiquer entre eux. Plus les scientifiques se penchent sur ce phénomène de mycorhizes, plus on se rend compte que les arbres sont des êtres sociaux. Vraiment, moi, je suis excitée, là, qui émettent des sons, des fréquences hertziennes, donc ils communiquent entre eux. Peut-être communiquent-ils même avec les oiseaux, les écureuils qui les entourent, et nous, d'ailleurs. Ils se regroupent en famille et ils s'entraident. Moi, j'ai des frissons quand je dis ça sérieusement. Je suis tellement émue parce que, mon Dieu, enfin, la science vient corroborer des intuitions que j'ai. Je suis comme, youpi! Donc, les arbres distribuent de la nourriture aux autres arbres autour d'eux. Sur des réseaux, là, mais vastes, créés par les mycorhizes. Donc, j'ai découvert une scientifique canadienne qui s'appelle Suzanne Simard, c'est ma nouvelle idole du mois de décembre, qui travaille en Colombie-Britannique. Donc, elle doit s'appeler Susan Simard, j'imagine, qui a parti un projet très intéressant qui s'appelle les arbres mères. Cette scientifique n'a pas découvert la mycorhize, mais a lancé le concept intéressant de l'Internet de la forêt. C'est comme si elle s'est rendue compte de l'ampleur. C'est la scientifique qui a comme découvert la grosse conversation sylvicole qui se passe dans nos forêts sans qu'on s'en rende compte. Elle a découvert que ce réseau d'informations-là et de partage des ressources était immense et d'une efficacité remarquable. Et là, en fait, elle parle de plusieurs choses, mais un exemple m'a frappée. Elle dit qu'à travers une expérience dans laquelle elle voulait tester la transmission des nutriments entre les arbres, on s'est rendu compte qu'un sapin et un bouleau pouvaient se transmettre de la nourriture. Les arbres ne sont pas en compétition. En humain, c'est pas en compétition, les arbres. Ça, c'est ta vision des choses qui fait que tu as l'impression qu'ils sont en compétition, mais ils ne le sont pas. OK? Donc, indépendamment de l'espèce, tout est redistribué au profit de la collectivité. L'arbre unique n'est pas individuel, il est collectif, il fait partie de l'immense organisme qu'est la forêt. Donc, pour qu'il survive, parce qu'il fait partie intégrante de cet organisme-là, on va s'arranger pour que tout le monde ait la bonne quantité de nourriture et d'eau, indépendamment de leur essence. Hein? Donc, oui, elle a aussi réalisé que les arbres mères, les vieux arbres sages des forêts, permettent la survie des jeunes pousses. Parce que, en fait, les vieux s'occupent d'eux par le système racinaire. Une forêt sans papa, sans maman, sans grand-père, sans grand-mère, ça ne survit pas quand on reboise. Donc, elle remet en question par cette recherche scientifique, heureusement, les coupes à blanc. Les coupes à blanc ne permettent pas de reboisement efficace. Ça ne marche pas. Parce qu'il n'y a plus de matriarches et de patriarches pour aider les jeunes pousses à survivre et à apprendre aussi comment survivre. Donc, pour qu'une forêt survive, ça lui prend des liens. Sans lien, on n'est rien. Donc, moi, je pensais directement, en écrivant les notes pour faire le podcast, que je pensais à tous nos aînés qui meurent seuls, coupés de leurs liens. Et qui meurent carrément, ils s'effacent de notre paysage. C'est une épouvantable coupe à blanc.
de notre sagesse sociale. Il se passe la même chose sur le plan des arbres. On assiste à une lente mort de tous les frênes ancestraux. Donc, même dans le plan des arbres, en ce moment, on assiste à quelque chose d'un peu épidémique avec la grille du frêne qui détruit les populations de grands-pères, de grands-mères, de pères et de mères arbres. Donc, les frênes disparaissent de notre paysage. Il en reste quelques-uns qui sont très forts, mais c'est une espèce de coupe à blanc qui se passe dans le plan des arbres, dans cette autre société qui est tout près de nous et qui est tout aussi importante à notre bien-être. Et nous sommes des êtres de lien, mais nos liens sont moins harmonieux que ceux que les arbres entretiennent entre eux. C'est choquant, je trouve. Quelle est la clé? Il y en a plusieurs, probablement, mais moi, je me dis la lenteur en est une. Quand on observe lentement les gens, la colère s'efface. La colère qui blesse les liens, c'est une colère rapide, c'est une colère pressée. C'est celle qui n'a pas de contrôle. Tu sais, je dis ça comme ça, là. Prendre du recul avant d'exploser, parfois, ça aide. Donc, avoir la lenteur de l'arbre, pourquoi pas? Inspirez-vous d'eux. Ils sont très sages. On s'est concentré beaucoup sur le quartz microcristallin, sur la silice. Hein? C'est comme mon élément favori. On l'a vraiment beaucoup exploré. Là, je pense qu'on va passer à d'autres choses. Donc là, je me suis dit, on va se concentrer sur quoi? Sur la chlorite, l'élément nouveau de notre recherche sur la nature, les minéraux et les liens. La chlorite, c'est un minéral ferreux qui m'amène aux métaux, au métal, en fait. On n'a pas beaucoup parlé du métal, mais bon, ça fait partie un peu du même univers. Hein? Donc, le fer est un métal qui a une relation super ancienne avec l'homme. C'est un minéral qui me fait penser directement au lien humain de par ses différentes propriétés, je vous explique. Bon, le fer s'oxyde quand même rapidement. Il va être réactif au feu. Donc, une relation s'oxyde aussi, peut s'oxyder aussi rapidement par le feu. Hein? Une colère inopinée, oups, puis là, ça change la structure d'une relation comme ça. Et si on ne s'occupe pas beaucoup de lui, ce fer rouille. Mais une relation aussi peut rouiller. Il y a des relations qui ont besoin d'être beaucoup entretenues pour rester belles. Donc, il y a des relations qui rouillent. Et ils ont besoin d'un entretien régulier, d'un ponçage, d'une nouvelle couche de peinture, tu sais. Le fer, c'est un outil de civilisation, vraiment. C'est un outil tout court. Mon Dieu, nombre de fois où nous sommes devenus, sans nous en rendre compte, des outils d'une personne ou que les autres deviennent des outils de notre bien-être ou de notre mal-être, peu importe. L'outil est comme le mot important. Les météorites sont souvent ferreux. C'est un peu comme si l'univers nous envoie des éléments de construction. Le noyau terrestre est fait de fer en fusion. Alors, le fer et l'homme, le fer, la terre, le fer, le ciel, pas pour rien que notre petite calcédoine, elle nous relie directement au grand noyau central, à la nature profonde. Mais la terre, son cœur est un cœur de fer en fusion, là. Et le fer, c'est l'un des éléments qui est à l'origine des champs magnétiques terrestres, là. Vive le fer! Donc, pour être en santé, on a besoin de fer sous la forme de l'oligo-élément. Sans lui, la vie n'existe pas, là. Alors, il est très abondant, le fer, aussi abondant que la silice, que l'oxygène. Il est extrêmement présent sur Terre. Il est insoluble. Donc, les émotions, l'eau, ne peuvent pas les dissoudre complètement. Ils sont résistants aux émotions, ces liens-là, les liens de fer. Ils s'oxydent, ils s'altèrent. Et qu'est-ce qui attaque le fer? L'acide. Mettez à l'épreuve vos relations en étant acide, vous allez voir, elles ne dureront pas très longtemps. Le fer, les métaux en général, vont conduire l'électricité. Donc, pour moi, l'électricité, c'est tous les phénomènes invisibles. En fait, l'électricité en soi est un phénomène invisible, hein, mais c'est tous les phénomènes invisibles qui passent entre les gens, qui influencent la vie des gens. L'électricité, c'est un faiseur de lumière, puis c'est particulier, l'électricité. On en reparlera. Les métaux conduisent des liens. Ils transmettent des messages, des énergies. Ils laissent passer des choses dans l'invisible. C'est des adjuvants de la connexion, finalement. Le fer, c'est l'un des métaux les plus courants sur Terre. Hein, je l'ai dit, c'est un des éléments de l'acier aussi. Il peut s'associer à d'autres métaux pour se consolider. Donc, bref, il est super intéressant, le fer. Donc, c'est pas grave que j'avais pas trouvé d'informations encore sur les agates. J'étais comme, pas grave. En réfléchissant, je me suis rendu compte que certaines relations, par contre, ne rouillent jamais. Qui s'altèrent pas. Certaines relations peuvent être mises
mis en pause durant de longues années sans jamais perdre leur lustre, en fait. Puis je me suis dit, ces relations, c'est des relations d'or. Elles sont malléables, parce que l'or est malléable, elles peuvent changer de forme sans se briser. Elles sont ductibles, donc elles peuvent être étirées sans se rompre. Donc, elles peuvent survivre à des très grandes distances. Tu sais, je pense à des relations que moi j'entretiens avec mon ami, par exemple en Abitibi, où j'ai une amie extraordinaire, Nathalie, qui vit en Alberta. C'est mon amie, comme au moment où on vivait ensemble à Montréal. Même chose, ça n'a pas changé. Les choses sont inaltérables, du moins jusqu'à présent. Elles peuvent survivre à des grandes distances, là. Je répète, elles s'altèreront pas. Elles ont la meilleure conductibilité ou une des meilleures conductibilités et elles sont rares et précieuses. Si vous avez des relations d'or, là, entretenez-les là, avec une très grande sensibilité. Et c'est des relations aussi sensibles puisque l'or se marque à rien. L'or, c'est mou, on peut le marquer avec nos dents. Donc, c'est des relations d'une très grande sensibilité. Précieuse. Vraiment. Et même ceux qui habitent pas loin, j'en ai plein de relations d'or, moi, qui sont autour de moi, pas trop loin, mais tu sais, c'est des relations inaltérables. Il y a des relations d'argent, c'est des relations pour moi qui guérissent profondément, puisque l'argent a une application très médicinale dans la mesure où elle est antifongique, anti-moisissure, tout ça, antibactérienne, qui réfléchissent la lumière, qui nous amènent à nous voir tel qu'on est. Et qui sont aussi des relations de très grande sensibilité, puisque l'argent se marque à rien aussi. Peut-être qu'on a des relations cuivre aussi, hein, qui sont conductrices d'énergie, qui sont magnifiques, spectaculaires. C'est-tu assez spectaculaire, le cuivre, mon Dieu? C'est tellement beau. D'ailleurs, c'est un des seuls éléments métalliques qu'on retrouve dans la nature à l'état pur, là. C'est des relations aussi qui sont malléables, qui sont très fortes, qui sont ductiles, parce que c'est ductile, le cuivre aussi. La seule chose qui différencie des relations d'or, pour moi, c'est qu'elles finissent par s'oxyder, ces relations-là, tranquillement, avec un long processus. Elles deviennent moins lumineuses que l'or, à un moment donné, mais à coup d'une très bonne brosse, on est capable de les ramener. Donc, c'est souvent des relations dans lesquelles on va avoir un moment où est-ce qu'on va devoir faire une mise au point, refrotter avec notre brosse, comme le toit du Château Frontenac. Puis là, à un moment donné, il est plus vert, il devient super cuivré. Puis là, on est super heureux. Puis là, ça prend du temps avant qu'il se réoxyde. Fait que c'est tout aussi intéressant. On peut aussi avoir des relations de plomb. Ceux-là sont toxiques. Faut pas les garder. Faut les chélater. Faut les amener ailleurs. Et de toute façon, tous les minéraux peuvent devenir toxiques en trop grande quantité. Donc, tout est une question d'équilibre, finalement, dans le rapport qu'on entretient avec les liens. Donc, toutes ces formes-là de métal deviennent des oligo-éléments. Peut-être pas le plomb. Le plomb est un métaux lourd, c'est autre chose. Mais dans notre corps, on absorbe ces oligo-éléments-là. Et si on en abuse, ben ça va mal. Si on prend trop d'argent, on devient bleu. On peut s'intoxiquer à l'or, etc. Donc, tout est une question d'équilibre, comme dans la nature. Donc, je trouvais ce petit jeu-là symbolique, métallique, assez comique. Et là, vous me direz, le métal, oui, c'est conducteur, mais le bois, ce l'est pas. C'est quoi le rapport? Le bois est un isolant, oui. Mais ce que j'ai lu, c'est que c'est un isolant lorsqu'il est mort, lorsqu'il est sec, lorsqu'ils sont nos meubles, nos spatules. Mais le bois vivant, lui, il est rempli d'humidité. Alors, il peut être conductible. Donc, c'est youpi! Aujourd'hui, je m'arrête à la relation qu'on a avec le fer. Bon, je me concentre sur le fer, qui est un minéral terrestre et stellaire par excellence. C'est un élément chimique d'une grande importance dans notre lien à la Terre et au ciel, et qui nous transmet des beaux symboles pour gérer puis entretenir nos relations. C'est un lien solide, c'est un lien qui peut rouiller, c'est un lien qu'on peut mouler et en faire un outil. On peut créer des associations durables pour carrément édifier des structures de civilisation ou des structures familiales. Moi, je trouve que ma Chalcédoine, en tant que magnifique fausse agate, elle aussi est une représentante directe de ce phénomène de relation puisqu'elle est en contact direct avec un dialogue terrestre interminable duquel elle ne se lassera jamais, je crois. Dialogue, lien, tout ça, ça va ensemble. Je me suis aussi penchée sur les liens avec les morts. Tu sais, je me suis dit, Noël, ça ramène les morts à la mémoire, là, comme inévitablement, puisqu'ils sont comme des acteurs directs de nos souvenirs, les plus douloureux, les plus centraux, les plus viscérales. Alors,
ils sont toujours là, les morts à Noël. Moi, j'en connais. Moi, j'ai beaucoup de morts dans ma vie, donc ils sont tout le temps là, puis c'est toujours une période de joie, de douleur, là. Tout ça mélangé. Mais moi, je navigue très bien là-dedans. Pas de problème, il y en a qui trouvent ça plus difficile. Et moi, bon, j'entretiens des conversations constantes avec les morts. Je parle à ma mère de ma sauce à spaghetti, je parle à ma grand-mère en marchant dans la rue, tu sais. Bon, je parle souvent tout seul, mais je parle pas tout seul. Je parle avec les morts, je parle avec l'univers, mais je parle avec les morts beaucoup. J'essayais de trouver un élément chimique auquel je pouvais associer ce type de relation invisible-là, puis je me suis dit, les relations qu'on entretient avec les morts, c'est les relations d'or. Ouais. Parce que les autres relations, en général, on les laisse un peu aller, on n'y pense pas tant, à moins qu'on soit vraiment masochiste, là. Mais des fois, c'est nécessaire. Des fois, on peut régler des choses au-delà de la mort, moi, je suis sûre. Donc, même les liens toxiques, finalement, c'est une bonne chose de les garder si on a besoin de les gérer et de les nettoyer. Mais de façon générale, on recherche les relations d'or qu'on entretient, les relations lumineuses, les relations bruyantes. Bruyantes. Oh, des fois, c'est bruyant. Les relations brillantes. Donc, je me suis dit, l'or, la ductilité de l'or est tellement grande. Pourquoi ça s'étendrait pas dans un autre plan? L'or, c'est pratiquement indestructible. Ça n'arrête jamais de briller. D'ailleurs, les souches d'arbres, malgré qu'elles ont été coupées, quand elles sont proches de d'autres arbres, elles continuent à vivre tant qu'elles sont reliées aux autres par leurs racines souterraines. Donc, ça me ramène carrément à l'enterrement de nos morts. Puis je me dis, de façon symboliquement, même si on enterre des cendres, ça fait la même affaire. C'est une symbolique de racines, de sous-sol. On peut rejoindre le ciel et la terre comme ça. Les liens d'or sont en haut, les racines sont en dessous. Les relations avec les morts ont l'air coupées, mais si on est proche d'eux, ils nous apportent tellement de bénéfices dans l'invisible. Je suis sûre, c'est une sorte de résurrection quelque part. Ne sous-estimez jamais les monologues que vous faites avec vos disparus, parce que moi, je suis certaine qu'ils dialoguent avec nous constamment et ils continuent à nous aider malgré la mort. C'est une sorte de miracle de Noël. Vraiment. La L'agate, pour moi, c'est une pierre de dialogue, oui, de perméabilité, qui est une sorte de dialogue, mais d'ancrage. J'ai beaucoup parlé de perméabilité, là. Aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de ça, je vais vous parler d'ancrage. Parce que dans le cas très précis de notre calcédoine arbre, ça nous permet symboliquement d'être en lien profond avec la Terre. Symboliquement ou pas symboliquement, là, parce que moi, c'est symbolique, mais c'est aussi réel. Donc, tu sais, ça me permet d'être en lien avec la Terre. Ne serait-ce que par le fer qu'elle contient. Elle permet de nous faire pousser des ifs gigantesques qui nous relient à toute chose. Noyaux terrestres, feuilles d'arbres, humains, plantes, roches, lune, étoiles, père, mère, ami, chat. Bref, à l'épicéa, tiens, pourquoi pas, au sapin. Et d'ailleurs, notre épicéa, hein, c'est un arbre de lien, lui aussi. C'est autour de lui qu'on se questionne que les malaises les plus savoureux arrivent dans les maisons, que les fous rires explosent, que la colère couvre, que la colère rugit, qu'on vit des malaises fabuleux. On va se rassembler autour de lui parce qu'il est décoré, parce qu'il est lumineux. Puis d'ailleurs, il nous illumine, nous, mais il met aussi en lumière des choses. Vraiment, l'arbre de Noël, il met en lumière des choses qu'on veut éliminer, qu'on veut changer. C'est un révélateur anti-ti. Il y a beaucoup de monde qui fuit aussi cet événement-là parce que c'est un événement hautement symbolique et hautement énergétiquement instable et difficile, mais en même temps, ça joue sur beaucoup de plans. Mais c'est une source quand même d'émerveillement. Surtout quand on entretient l'enfant intérieur. Là. Donc, ça devient l'arbre inévitable des liens. Pour que les liens qu'on entretienne, qu'on questionne, soient sains, ils doivent puiser sagesse dans le sol et parler et se relier comme un réseau mycorhizien. L'ancrage. C'est comme un mélange d'ancrage et d'engrais. L'ancrage est souvent la clé. L'ancrage, ça amène la lenteur. Ça fait en sorte que, là, tout à coup, on se met à réellement écouter l'autre. On s'assoit sur le sofa, on se fait des racines profondes, puis là, on bouge pas, on papillonne pas entre 300 personnes. On s'assoit puis on écoute profondément une personne à la fois. Bref. Ou on écoute plein de monde en même temps, puis on fait des liens, puis l'ancrage, mais synonyme de lenteur quand même. Donc, faites l'arbre dans les parties de famille, tu sais.
ça ne va être que plus riche dans votre vie. Les conifères, par leur forme, nous montrent comment faire pour être ancrés. Qu'est-ce qu'ils font les sapins et les épicéas? Ils ont beaucoup d'ancrage. Ils ont une relation par les racines avec tout ce qui se trouve autour d'eux et ils ont une pensée vers le ciel. C'est ça l'épicéa. C'est ça le sapin. C'est une très grande sagesse. Vive les sapins! Donc, j'ai appelé ma pierre, oh mon Dieu, Némétona. Ah, là, je vous ai parlé du néméton la dernière fois. La maison, le corps, maison, l'espace sacré. Puis mon Dieu, qu'on a vécu une année maison. Seigneur, on était tellement dans nos maisons à se questionner. Puis c'était une année maison que moi, j'ai trouvé extrêmement enrichissante, là, à plein de plans, plein de niveaux, difficile et enrichissante. Mais c'était une année maison. Et ce concept de Néméton a sa déesse, Némétona, qui est une déesse germanique très ancienne, des espaces sacrés, des temples, des mégalithes, des maisons, mais de la terre. Moi, je le sens, là, mais très terrestre, ce principe-là. C'est le principe de la terre, Némétona. Moi, je le perçois pas comme une énergie précise, personnifiée. Je l'ai faite un peu au début quand je l'ai rencontrée. Je me suis dit, ah, OK, j'ai essayé de l'imaginer comme une femme. Mais finalement, c'est pas moi, en tout cas, je la vois pas comme quelque chose de personnifié. Je la côtoie comme une énergie d'ensemble gigantesque et extrêmement puissante de terre. Moi. C'est sûr, les Grecs ont leur Gaïa, leur Déméter, ils ont des figures très typées de l'élémentaire, mais les Némètes, donc le peuple qui vénérait Némétona, ont leur déesse, mais moi, je pense que ça va au-delà d'une déesse. Je pense que c'est un principe. Elle est très peu connue, mais en tout cas, moi, je l'aime profondément. Je l'ai rencontrée dans mes, je sais pas, dans mes marches, élucubrations mentales et âme. Peu importe ce que ça représente, je m'en fous un peu. Je me dis, pourquoi est-ce que j'ai un lien aussi fort avec cette représentation-là, archétypale, déesse, peu importe? Ben là, je me dis, peut-être que j'étais une némette dans une autre vie, mais ça, qui sait. Mais je l'aime vraiment. Je trouve que c'est un principe super intéressant. Et c'est drôle parce que les Celtes l'associaient beaucoup au dieu martien, donc c'est pas une énergie douce, toute cute, mignonnette. Non. Il y a quelque chose d'un peu sauvage là-dedans, de très raw, tu sais, la nature qui se défend, la nature qui prend sa place, il y a quelque chose de très souverain là-dedans. Donc, voilà, nature souveraine peut-être, la terre souveraine, c'est un peu ça, comme ça je le vois. Tu sais, Némétona, c'est la force énergétique de la terre, c'est la maman des géobiologues, hein, la géobiologie, c'est une science vraiment flyée des champs telluriques. Je trouve ça super intéressant. C'est la force extraordinaire du magnétisme terrestre, des ondes électromagnétiques que les animaux suivent. Ils se repèrent par ça. Il y a certains oiseaux qui ont une espèce d'organe dans leur tête, puis c'est avec ça qu'ils vont gérer leur migration. Nous avons, en tant qu'êtres humains, complètement oublié cette partie-là de la Terre, cette partie énergétique de la Terre, qui est extrêmement puissante. Peut-être qu'on peut le recultiver. Moi, je suis sûre que oui. Peut-être que c'est du fer, Némétona. Qui sait? En tout cas, pour moi, c'est l'agate-mousse, c'est Némétona. Donc, c'est associé à la Terre, c'est associé au mégalithe, au lieu sacré, à l'énergie terrestre, au magnétisme, aux pôles, aux sources d'eau, tout. Le Néméton. Donc, le Néméton, pour moi, de toute façon, c'est le lien sacré qu'on entretient avec, oui, notre corps, mais surtout avec la nature qui nous entoure. C'est Némétona, c'est notre maison. Puis notre plus grande maison, c'est la Terre. Donc, elle était indissociable de ce sujet. Donc, et le nom de famille composé, je vous l'ai pas dit tout de suite parce que c'est une petite joke. Vous allez voir, c'est quand même très, très comique. J'ai donné un nom composé. Alors, Dépatie Smith. Je me suis trouvée vraiment drôle. Là, écoutez, j'ai cherché à comprendre pourquoi que Némétona est associé avec Patti Smith dans ma tête. Mais là, je me suis rendu compte que, écoutez, aujourd'hui, c'est son anniversaire, le 30 décembre. Avant d'écrire le podcast, je me suis dit, je vais publier le 30. Je sais pas pourquoi, je me suis dit, Patti Smith, elle est née quel jour, là? Et puis, je voulais voir si elle avait une énergie terrestre de par son signe de naissance. Hein? Puis finalement, c'est ça. Elle peut pas être plus terrestre que ça. C'est un Capricorne
dans toute sa splendeur. Alors, elle naissait un 30 décembre. Ça m'a soufflé. J'essaie de trouver un mot francophone pour flabbergasté. Je me dis soufflé. J'ai été soufflée complètement par cette intuition. Je te dis, intuition, je t'aime tant. Patti Smith, mon Dieu, c'est la reine de la poésie punk rock. C'est un exemple de liberté gigantesque et de femme sauvage qui a perdu son chemin en route, vraiment, parce que selon ses propres dires, ses propres écrits, elle s'est élevée très haut et elle s'est carrément pété la gueule en tombant dans une fosse d'orchestre en 1970, à peu près, je crois, la date, et s'est cassé des vertèbres. Et c'est après ça qu'elle a fait comme « Oups là, je pense que je suis un petit peu perdue. Je vais me ramener à l'essentiel. » Et elle a quitté comme tranquillement la musique, qui était peut-être un élément qui était pas super équilibrant pour elle. Puis elle s'est comme retirée. Elle a comme pris le temps d'être une maman. Avec de l'ancrage et tout ça. Donc, mais cette femme a une vision sur le monde qui me bouleverse parce que c'est une vision probablement qui est très proche de la mienne. Hein. Je me suis pas perdue, par contre, autant, mais oui, d'une certaine façon, oui. Je me suis perdue beaucoup, souvent, dans le cosmos. ça m'est arrivé souvent dans mon parcours. J'ai lu tous les ouvrages récemment écrits. C'est des récits autobiographiques, c'est comme des pages de journal intime, en fait, par une sage Patti Smith. Et ça m'a vraiment bouleversée, là. Ces écrits-là sont juste magnifiques. Et pour moi, cette femme, c'est une arbre-mère, c'est une matriarche. C'est juste qu'elle étend des racines multiples, gigantesques, plus qu'une autre personne, puisqu'elle est en contact, sans le savoir, avec beaucoup de monde qui apprécie ce qu'elle fait artistiquement. Puis ça, c'est notable quand même. Je me dis, les liens que moi je tisse avec des gens qui m'écoutent, que je connais moins, ben, j'espère que ce sont des liens qui peuvent être lumineux. Et puis que ce sont des liens forts quand même, malgré que c'est pas des liens personnels. En lisant Kids, en lisant Mr. Train et en espérant lire le plus vite possible L'année du singe, si un jour on peut aller dans les librairies, c'est un exemple fabuleux d'ancrage dans le moment présent, de lenteur, de réflexion, d'observation. C'est des livres qui sont faits de toutes petites choses lumineuses, de petits riens brillants, qui prennent comme tout leur sens parce que ces liens-là, ces petites choses-là sont reliées entre elles. Patti, c'est comme une ingénieuse araignée qui tisse des liens entre toutes les choses qu'elle aborde dans sa vie. Elle fait des va-et-vient entre la vie, le rêve, les morts, les vivants, les souvenirs, le présent, l'émerveillement, un paquet de choses comme ça. Mais il y a toujours des liens entre chacune des choses. Elle tisse constamment. Elle nous raconte son quotidien, puis parce qu'elle tisse, ça devient passionnant, ça devient lumineux. C'est comme la grande reine du lumineux. Patti, tu es une sorte de veilleuse. Donc, elle est aussi très proche des morts. Donc, moi, je me suis beaucoup reconnue là-dedans parce qu'elle a connu beaucoup de morts avant d'écrire ces livres-là. Son mari, son frère, un ami, tu sais, elle était quand même... elle avait son amour, son premier amoureux, c'était Robert Mapplethorpe, qui est mort aussi quand même rapidement dans sa vie. Donc, elle a perdu beaucoup de monde, Patti. C'est un arbre-mère, hein? Elle a 74 ans aujourd'hui, donc sa vision des choses et des morts est très sage, en fait. Elle fait des sortes de pèlerinages très saturniens pour aller sur la tombe de Genet. Donc, elle traverse le territoire, elle va voir, elle touche les murs de la Casa Azul de Frida Kahlo au Mexique. C'est comme ça, elle a un besoin impérieux d'aller rencontrer, d'aller toucher aux objets qui ont appartenu à ces âmes qu'elle aime tant. Elle leur voue d'ailleurs des fascinations vraiment extraordinaires. Pour elle, les objets sacrés ont une grande importance. Elle les photographie, elle les touche, tu sais, mais elle les photographie, elle les archive. C'est une archiviste un peu, tu sais. Elle adore, pas un peu, c'est une archiviste, elle adore l'élément instantané du Polaroid pour archiver. Fascinant. Elle a une façon de magnifier les objets, de les rendre sacrés. Les objets vont devenir dans sa vie des talismans, mais comme dans mon monde à moi. Fait que, tu sais, les liens qu'on peut entretenir avec des gens comme ça, qui sont lointains, mais qui sont si proches à la fois quand on se reconnaît. Donc, j'ai beaucoup, moi, connecté avec Patti. Qui a eu des égarements, certes, oui, d'ego assez immenses, mais qui en a jamais eu, sérieusement? Peut-être pas des aussi immenses, mais bon, qui est monté aussi haut que Patti?
pas grand monde, mais bon, bref, on a tout ce genre de méprise-là dans notre chemin. Mais elle est montée très, très, très haut. Elle s'est brisée, carrément physiquement et symboliquement, puis elle est revenue, elle s'est reconstruite ensuite. Fait que moi, je suis comme résilience totale. Moi, je capote. Et quand j'ai écrit le conte, vous allez voir, hein, Patty est pas loin. Tout s'interrelie, là. J'étais là, oh là là, Patty est pas loin. Je l'ai écrit avant, quand même. Donc, vous allez comprendre quand vous allez l'entendre. Donc, je te salue, grande Patty Smith, arbre-mère de la poésie. J'aime ton regard sur le monde et tu portes en toi la force de la terre. Tu es une forêt à toi tout seul, avec ton système mycorhizien universel et planétaire. Mon Dieu, voilà. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Donc, tout le monde aurait eu un anniversaire en confinement, même Patty. Oui, oui. Donc, Patty, tu es merveilleuse et tu entretiens avec toute chose des liens d'or. Oh, mes rocheux rocheuses, je vous aime tant. Merci d'être avec moi dans ces envolées lyrico-poético-scientifico-ésotérico-magiques. Moi, ça me comble de bonheur. Je suis toujours un peu fatiguée avant d'entreprendre cette chose-là parce que c'est colossal ce que ça représente comme travail, mais après, je suis tellement satisfaite. Je me sens comme si j'avais accouché. Je suis très contente. Donc, là, je finis le podcast avec la lecture d'un tout petit extrait d'un cadeau de Noël que j'ai reçu, un livre de John Muir qui s'appelle « Préserver les solitudes, parcs et forêts de l'Ouest sauvage », qui est un autre fantastique être humain, c'est John Muir, dont je vais vous reparler bientôt, assurément, puisqu'on n'a pas fini de parler des arbres, oh que non. Et c'est un homme qui a contribué à la création du principe du parc national. Donc, c'était avant le temps, ou un précurseur de la conservation des espaces sauvages. Et cet homme est un amoureux fou de la nature, et c'est un autre poète extraordinaire. Moi, je l'ai découvert cette année, puis je l'aime vraiment. Dans la préface qu'on a fait pour ce livre, j'ai lu un passage qui m'a particulièrement touchée, une préface de Thierry Paquot, je ne sais pas c'est qui, mais je te salue Thierry Paquot. Pour rendre compte de l'apport de John Muir à la connaissance des glaciers, des forêts et plus généralement des différents paysages des parcs nationaux américains, il faut inventer un terme, l'émerveilleur. Son émerveillement est communicatif, aussi émerveille-t-il ses lecteurs tout autant qu'il s'enthousiasme à expliciter le pourquoi de ce qu'il célèbre, en ce sens qu'il se révèle un étonnant émerveilleur. Moi, l'émerveilleur, là, je me suis dit, moi, M. Paquot, je vous emprunte ce mot valise extraordinaire, puis je le prends, je me l'approprie au féminin. Puis là, je me dis, j'espère profondément être une émerveilleuse. Et dans ce mot, moi, il y a plusieurs choses. Hein. Il y a le mot mère, quel beau mot. Il y a le mot veilleuse, surtout le mot veilleuse. Il y a le mot merveilleuse aussi, mais bon, moi, c'est le mot veilleuse qui a comme vraiment touché mon esprit, dans la mesure où ça peut être ma job dans la vie d'être une veilleuse, ben je vais être comblée. Parce que créer de la lumière autour de moi, ça, je trouve ça vraiment, vraiment amusant. Et je trouve que c'est merveilleux. Alors, je suis une émerveilleuse, en tout cas. Je ne sais pas si vous me donnez le droit de prendre ce mot-là, mais voilà, moi, je le prends. Parce que c'est mon aspiration profonde d'être l'émerveilleuse, tiens. Parce que je trouve que l'émerveillement, c'est donc beau. Mon Dieu, c'est donc guérissant. Alors, je dirais, célébrez votre lien à la terre. Dites-lui merci. Appuyez vos mains sur les arbres, écoutez leur fréquence basse, haute, parlez avec eux, parlez à vos morts, parlez surtout aux arbres en fait. Puis je suis sûre que les arbres et les morts sont en lien aussi. Et émerveillez-vous, ça, sérieux là, ça occupe mieux l'esprit que l'inquiétude. La nature, hein, c'est une source infinie d'émerveillement. Infinie. Alors, c'est ça. Si vous vous penchez là-dessus, votre vie ne pourra qu'être passionnante. Joyeux Noël! Oui, bonne et heureuse fin d'année de tout mon cœur et de toute mon âme et de tous les liens. Célébrez justement les liens nourriciers par vos racines profondes, vraiment. C'est important. C'est ce qui fait qui on est, même si ces liens-là sont questionnables. Célébrez mes rocheux rocheuses. Il y a toutes sortes de façons de célébrer.
Offrez-vous un Shirin-yoku. Qu'est-ce que c'est ça? Donc, c'est un bain de forêt en japonais. Donc, les Japonais sont friands des bains de forêt. C'est prouvé que ça fait du bien, en fait, par toutes sortes de mécanismes magiques et scientifiques. Je vous expliquerai une autre fois. Alors, si les arbres sont tes amis, tu n'es jamais seul. Donne-leur des noms. Nous, on leur donne des noms. Des noms aux arbres. Puis je vais leur parler. Je dois avoir l'air complètement folle, mais c'est pas grave. Je l'assume très bien. Je vous laisse écouter le conte. Vous allez voir, il y a une structure traditionnelle très biscuit au beurre. Il ressemble comme à une bonne tourtière du lac. Moi, j'avais plus un accent gaspésien, mais bon. Vous allez voir, c'est assez mignonnet. Mais je vous laisse... je vous laisse écouter ça. Je me suis laissée emporter par la folie de Noël. En ma qualité de sapin de Noël, j'espère que je vous ai illuminé un petit peu. Donc, bonne écoute. Il était une fois une femme écorce qui avait des branches sur la tête comme un renne. Elle essayait d'atteindre le ciel. Elle fermait les yeux tous les soirs dans un dialogue complexe avec les vents et les pressions de l'atmosphère. Elle faisait pousser son panache le plus haut possible. Elle se disait « Oh, j'aurai de grandes conversations avec l'infini, je serai si heureuse de parler sans m'arrêter avec les fantômes qui sont hauts, avec les étoiles, avec les planètes, avec le soleil, avec la lune !» Qu'elle en oublia ses racines. Elle continua de s'étendre dans le ciel, de croiser des balbuzards et de voir les jubartes plonger dans l'eau profonde comme des collines bleues. Elle croisa des migrations, des grands vets vivants qui traversent le ciel en jasant. Elle se fondit au stratus. Elle continua de croître sans relâche. Elle grimpa si haut que les particules solaires lui firent une couronne. Enfin couronnée, elle pointa sa plus haute branche, nue, pour percer l'ionosphère. Percluse et glacée par son éphémère royauté, elle s'étira dans un ultime effort et se brisa d'un coup sec. Sa cime flotta dans l'ionosphère un court instant. Puis elle tomba dans une vertigineuse course gravitationnelle. Son panache de reine sectionné, ses espoirs enfuis comme une volée d'outarde. Durant des mois, elle tomba lentement, croisa un ouragan, fut prise dans un cyclone. Elle perdit beaucoup de branches qui tombèrent dans la mer, puis d'autres atterrirent doucement sur la terre, loin de son corps d'arbre. Ces branches n'avaient plus de feuilles depuis longtemps, plus de bourgeons, plus d'oiseaux. Aucun nid, aucun dialogue ne peut survivre à tant de hauteur. Sur terre, on coupa cet arbre cassé pour en faire du feu. On fendit le tronc en 4 bûches pour en faire une maison. On entendait le bruit sourd de la hache dans la forêt qui marquait sa mort comme un cœur, lent mais régulier. Notre femme écorce n'était plus qu'un souvenir d'arbre. Elle devint du grand bois et du petit bois. Tous ces rameaux furent ramassés par de petites mains froides et par de grandes mains. Ils servirent de bois d'allumage éparpillé un peu partout sur le territoire. Elle s'était perdue. La femme écorce crépitait au cœur du feu. Elle était un peu solive du plafond, charpente du toit de cette maison de bois, cadre de la fenêtre. Elle réfléchit longuement. Elle avait le temps. Elle voyait par la fenêtre les arbres d'hiver, comme elle les appelait, ceux qui pointaient vers le ciel et dont la robe d'aiguille frôlait le sol. L'homme qui habitait la maison en fit entrer un dans le salon. Elle put donc dialoguer. Cet arbre lui raconta la neige, les écureuils. Il lui raconta la terre. Il lui dit une chose dans la beauté de ses décorations. Vole, mais ne vole pas trop haut. Chante avec les oiseaux. Le ciel n'est pas ta maison.
Les fantômes sont trop hauts pour être tes amis. Les anges que tu cherches n'ont pas besoin que tu habites près d'eux. Ils savent rejoindre ton oreille quand tu fais ta tête de cochon. La terre, elle, a besoin de toi. La femme écorce comprit beaucoup de choses. Lorsque l'homme des bois croisa le tronc coupé au printemps, à son pied poussaient de nouvelles branches. Il le regarda du coin de l'œil, en disant tout haut « Ah ben maudit, ressuscite la torieuse !»